Se libérer de l'homme ancien. Ouais. Pour moi, c'est pas toi qui va m'interviewer à soir. Se libérer de l'homme nouveau. Bon, on reprend. Alors, l'homme ancien qui nous habite, on veut vraiment pas le lâcher. On veut surtout pas permettre à ce qu'un homme nouveau naisse. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait ça le problème même. Ce n'est pas qu'on ne veut pas lâcher l'homme ancien, c'est que l'homme ancien veut pas lâcher. Si l'évolution de l'humanité serait une évolution qui serait exclusivement une évolution de gâteau, c'est-à-dire que tu as le choix entre un gâteau ou une pomme, à un moment donné, l'humanité évoluerait. On lâcherait le gâteau, on prendrait la pomme. Le problème, c'est que l'homme est à la fois le gâteau et à la fois la pomme. Ce que cela veut dire que lâcher le gâteau veut dire s'abandonner un peu. Arracher une peau, la rejeter. Une peau qui apparemment nous a protégés tout au long de notre vie, qui nous a permis d'arriver à comprendre des mécanismes nouveaux et ce qui a servi de base à ce que nous sommes aujourd'hui. Et lorsqu'à un moment donné, on doit lâcher la base pour nous permettre de grimper plus haut, parce que cette base devient un poids lourd, un ancre qui nous empêche de monter, ben évidemment, l'homme ancien, cette base se dit, je suis tout ce que tu es. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme ancien chez moi pourrait dire, il n'y a pas d'homme nouveau. Bon, c'est normal d'avoir peur. Ben oui, c'est normal. L'homme ancien a peur, donc il ne peut pas penser que la peur est anormale parce qu'automatiquement, il aurait l'impression qu'il est fautif d'avoir peur. Aujourd'hui, je m'en allais au centre d'achat chercher quelques petites bebelles. Et puis, il y a un personnage relativement âgé qui agit en homme ancien typique. J'étais avec mon auto, j'étais assez loin. La personne, elle sort du centre d'achat et elle s'endort en marchant. Bon. Elle traverse lentement la grande rue, disons, qui sépare le trottoir des stationnements. Et puis moi, j'arrive très lentement. Je suis peut-être à 150 pieds d'elle. Et là, je la vois sursauter puis regarder le char. Elle venait de se réveiller, elle avait vu une auto qui s'en venait. Elle me crie des bêtises. Je n'étais pas rendu encore que déjà le bonhomme était là. Jesus Christ! Bon, il criait. Alors, j'arrive à côté, puis là, je vois bien qu'il me gueulait après, mais je comprenais pas pourquoi, parce que, faut dire, vu les distances. Il s'est réveillé, il a vu l'auto, il a eu peur, et tellement orgueilleux d'avoir eu peur, fallait qu'il y ait une cause quelconque. Parce que lui ne pouvait pas avoir eu peur sans qu'il y ait de raison. Ça, c'est la réaction, disons, orgueilleuse, égoïque de l'homme ancien face à un événement extrêmement banal. Oh, j'ai pas répondu, j'ai continué de me stationner. Il s'est fermé puis s'est en allé. J'étais loin et parce qu'il s'est senti, à un moment donné, bon, alors évidemment, fallait que la cause soit extérieure. L'homme ancien, c'est ce genre de prototype d'humanoïde de l'évolution. C'est un être qui n'est pas, l'homme ancien, ce n'est pas nécessairement un être âgé. Bon, lui, il était âgé. Ça peut être un enfant, peut être un homme ancien. Et quand on parle d'homme, on parle de femme, on parle d'enfant. C'est un être humain qui ne peut se fier qu'à son expérience et qui est parfaitement convaincu que son expérience vient exclusivement de lui. Alors qu'en réalité, son expérience vient de toute l'éducation qu'il a eue, donc de tout le monde, l'éducation sociale, morale, scolaire, religieuse. Il est un ramassis de ce que toutes les autres sont. Et tous les autres sont finalement un ramassis de ce que toutes les autres sont, à la différence simple que chacun a, disons, à ajouter des petits ingrédients à l'intérieur de cette collectivité qui forme l'homme. Et chacun va dire, j'ai ma personnalité, j'ai moi-même. Oui, tu as ta personnalité, tu as un bouton sur la joue que l'autre n'a pas, tu as les cheveux roux tandis que l'autre les a peut-être verts parce qu'il s'est teint. Bon, l'humain parle de sa personnalité, mais l'humain a le même genre de goût. C'est-à-dire que l'homme ancien a un phénomène de programmation qui est inhérent à son éducation. Ce bonhomme-là, il a eu peur, et parce qu'il a eu peur, c'était donc logique pour lui, en tant qu'homme ancien, que, intelligent comme il est, il ne peut pas avoir peur pour rien. Donc, s'il a eu peur, c'est qu'il y a une cause. C'est donc normal de se prouver qu'il y a une cause, en m'engueulant moi, par exemple. Continuellement, toute la vie de l'homme, de l'humanité, est régie par ce phénomène de réaction. L'humain dit qu'il agit, mais l'humain n'agit pas. L'humain réagit à des réactions extérieures. Et tout ce phénomène de l'évolution est une cristallisation de mémoire, c'est-à-dire que vous êtes ce que vous avez appris à être. Si l'on prend un enfant et que cet enfant vient au monde dans une nation particulière,
Il y a évidemment la correspondance génétique de l'enfant, c'est-à-dire que si ses parents avaient disons, des connotations meurtrières, guerrières, belligérantes, on a de fortes chances que l'enfant soit lui-même un guerrier, c'est-à-dire une personne qui sera agressive, de par la génétique. Sauf que il y a deux choses qui forment l'homme. Vous êtes tous formés de ces deux choses. Il y a une chose sur laquelle vous ne pouvez pas pour l'instant toucher ou revenir. Et il y a une autre chose que vous pouvez effectivement altérer, en bien ou en mal. L'homme est formé de deux choses. L'homme est le résultat de sa génétique et il est le résultat du milieu dans lequel il est venu au monde. C'est-à-dire que l'homme est le résultat de son éducation qui vient de la vie, ce que l'humain orgueilleusement appelle son auto-éducation. Pas lui qui s'éduque, c'est les événements de la vie qui l'éduquent. Et l'éducation de la vie, l'éducation scolaire, théologique, religieuse, morale, légale, etc., etc. Et tout ce genre de choses qui vous a été donné depuis votre naissance va être orchestré, analysé et va créer un humain qui sera différent des autres de par votre structure génétique. Si vous avez une psychologie qui, déjà, une construction, disons, neuronique ou endocrinienne, qui vous porte à avoir une nécessité d'une énergie particulière transportée sur des molécules qui portent le nom d'alcool, génétiquement, vous risquez d'être un alcoolique. L'alcoolisme se développe de deux façons. La génétique, certains ont une tendance à être alcooliques et d'autres peuvent le devenir par leur éducation, donc par l'interaction du milieu. C'est le même phénomène pour n'importe quoi qui amène l'humain à une évolution améliorative ou à une amélioration, disons, adaptative ou encore à une évolution, ce qui est plutôt rare. Vous êtes ce que vous étiez à la naissance, donc vous aviez un cerveau particulier. Vous aviez un corps particulier, vous aviez un système endocrinien particulier. Vous étiez physiquement, biologiquement quelque chose de différent, qui était l'amalgame de votre père, votre mère, de vos arrière-parents, de toute votre lignée familiale. Suite à cela, il y a donc maintenant une espèce de petit corps physique, disons une espèce d'ordinateur, qui pourra développer une âme, qui pourra développer une mémoire, qui pourra développer une psychologie, et toute cette mécanicité sera développée en fonction du milieu. Quelle éducation vous allez recevoir? Quel événement dans la vie va imprimer chez vous des traces qui resteront jusqu'à votre mort? Quelles seront toutes les situations atténuantes de vos caractères génétiques? Quelles seront les situations qui vont permettre à ces caractères de prédominer? Tout cela va créer un être humain qui, fondamentalement, va pouvoir dire, c'est normal d'être choqué quand quelqu'un te pile ses pieds. C'est normal d'être en maudit si quelqu'un pique ton char. C'est normal pour l'homme de regarder des femmes à la télévision puis de vouloir, disons, de bander psychologiquement, physiquement là-dessus. C'est normal pour la mère de s'inquiéter si ses enfants rentrent en retard. C'est normal pour l'enfant de têter ses parents pour avoir des scènes. C'est normal d'écouter de la musique pour se relaxer parce qu'on peut pas vivre. C'est normal d'avoir de la difficulté à dormir dans le monde de fou dans lequel on est. Bon, c'est normal de pas aimer les jobs plates qu'on fait. C'est normal de manger des choses gustatives qui nourrissent notre psychologie plutôt que notre corps. C'est normal de boire de l'alcool parce que sans alcool, on peut pas s'amuser. C'est normal d'avoir peur quand on est tout seul. C'est normal de craindre les guerres nucléaires. C'est normal une panoplie de choses qui fait qu'en fin de compte, si on prend un homme ancien puis qu'on regarde tout ce qui est normal pour lui, on peut se rendre compte que c'est normal pour tous les hommes anciens. C'est normal en ce sens que l'on peut tellement programmer l'homme ancien qu'on peut arriver à faire une propagande politique. Et de prendre, par exemple, des partis politiques qui ont toujours échoué, de prendre les mêmes leaders politiques, et parce qu'on présente une photo prise sous l'autre angle, parce qu'on présente ceci et cela, les humains vont rechanger d'idée. C'est normal de pouvoir penser qu'on peut vendre un beurre de pinot particulier plutôt qu'un autre, parce qu'on sait très bien que si on dessine le commercial de telle ou telle façon, il y aura une incidence dans la psychologie des hommes anciens qui vont regarder. C'est normal de pouvoir dire, achetez telle auto, vous n'avez pas de besoin, mais elle est bleue, vous aimez le bleu, alors voilà, achetez du bonheur. Bon, c'est normal, on sait que ça marche. On sait aussi, par exemple, que l'homme ancien va dire, oui, mais je peux pas passer ma vie à m'occuper de ma vie. Je peux pas passer ma vie à m'occuper de ma santé. Mais non, c'est sûr, quand tu seras malade, tu iras chioler auprès des médecins, auprès de l'engorgement des hôpitaux, auprès des gouvernements, et c'est normal. C'est normal, on devrait avoir des médecins qui nous guérissent. L'homme nouveau va dire, crime, on devrait avoir une population qui est pas malade. Mais l'homme ancien, non, c'est normal d'avoir des industries qui polluent pas. Mais en attendant, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est pourquoi il y a la guerre en Extrême-Orient? Pour le pétrole, ils sont-ils niaiseux? Ouais, mais si on n'a plus de pétrole, on va aller faire la guerre, s'ils la font pas. Hein? Bon. Pourquoi on parle de destruction de l'écologie, de ceci, de cela? Mais on en veut de l'électricité. Fait qu'ils peuvent pas faire des barrages sans rien démolir.
Ils sont bien niaiseux, ils peuvent pas faire des centrales nucléaires sans polluer. Bon, ça, c'est l'homme ancien qui, justement, essaie de réagir. On a des aliments. Qui c'est qui aimerait prendre une compote de pommes translucide? Peut-être tu vas acheter ça, craf. Tu regardes à travers, tu vois le caissier, tu sais. Je crime, j'achète pas ça, moi. Ben non, mets un colorant rouge dedans, parce que la pomme est en rouge. La psychologie de l'homme ancien va penser que le truc est bon si c'est rouge. Alors on met un colorant chimique dedans. Pour que le colorant, disons, n'entre pas en réaction chimique avec le reste de la potée, ben on rajoute 3 ou 4 préservatifs. Puis l'homme se plaint. L'homme blanc, évidemment, pensant que le blanc est la pureté, prend de la farine et la purifie, la blanchit. Prend le pain et le rend blanc. Prend le sucre et le rend blanc. Et quand on parle de rang blanc, disons que rang blanc a peut-être de la valeur, mais puisque l'homme rang blanc, c'est pas fort. Ça, c'est l'homme ancien. C'est normal. C'est normal. C'est normal d'avoir peur du dentiste. C'est normal de garder des dents carriées, parce que c'est normal d'avoir peur du dentiste. C'est normal d'avoir peur des hôpitaux. C'est normal de vouloir prendre des vacances même si on ne travaille pas en fonction. C'est normal de gagner 1000 $ par semaine même si on ne travaille pas. C'est normal de gagner à la loterie, puis pas toujours les mêmes. C'est normal d'avoir ceci, c'est normal d'avoir cela. C'est normal de vouloir avoir une maison de plus en plus grande. C'est normal de pleurer sur son lapin en brûlant. C'est normal. Tout ça. Et ça, c'est l'homme ancien. L'homme ancien qui finalement est tout à fait insatisfait. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Présentement, la population beugle, broille, se met à jouer devant les gouvernements en leur disant « Sac, on a des problèmes, occupez-vous de nous autres! » Savez-vous qu'est-ce que la population du Québec est en train de faire? Canada et les États-Unis, la France et les autres sont en train de demander au gouvernement de penser pour eux. Savez-vous qu'est-ce qui se passe dans un pays communiste? Le peuple demande au gouvernement de cesser de penser pour eux. Tandis que dans nos pays démocratiques, on veut devenir communiste. Puis dans les pays communistes, ils veulent devenir démocratiques. On a des problèmes de santé, c'est la faute des gouvernements. On a des problèmes de pollution, c'est la faute des gouvernements. On a des problèmes d'alimentation, c'est la faute des gouvernements. Ce qui est pas bon, c'est d'en acheter. La conscience collective, c'est le système. Si à un moment donné, l'individu décide d'agir, le système plie. Il y a une seule chose qui peut faire plier un système, une conscience collective, pas un gouvernement. Non, les individus. On veut manger convenablement. Vous savez, on prend un livre, c'est écrit carotte. Carotte contient tant de fibres, tant de calcium, tant de potassium, tant de fer, tant de ceci, tant de cela. Ça, c'est la carotte qu'ils ont pris pour analyser. Pas celle que vous allez acheter dans les supermarchés. Parce que dans les supermarchés, vous allez voir qu'il va y avoir des insecticides dans la carotte si on l'analyse. Il va y avoir des pesticides. Il va y avoir des engrais chimiques. Il va y avoir une panoplie de choses qui fait qu'en fin de compte, quand vous mangez une carotte, outre la couleur et la forme, vous mangez peut-être pas une carotte. Alors, lorsque l'humain veut prendre un livre, il décide de se mettre en, il veut faire cuisine végétarienne ou cuisine correcte, ceci et cela. Ça, c'est de la philosophie d'homme ancien. Ça n'a pas d'efficacité. On ne peut pas faire de l'alimentation une philosophie. C'est une structure trop importante pour devenir une philosophie. La philosophie, elle est sujet à changement. La philosophie, elle va selon la psychologie de l'homme ancien. Il se lève un matin, il a le goût de faire sa philosophie. Un autre matin, il n'a pas le goût, alors il passe par-dessus. L'alimentation ne peut pas être du domaine de la philosophie. C'est du domaine de la mécanicité. C'est mécanique. Votre corps a besoin de ceci, de cela et de cela. Vous devez amener au corps ceci, cela et cela. Rien d'autre. Et pas autre chose. Pas des suicidanés. Bon, il y a une panoplie de choses qui, dans le monde de l'homme ancien, sont normales. Que l'homme ancien ait 5 ans, parce que même s'il avait le corps d'un homme nouveau, d'un enfant nouveau, si dans sa programmation du milieu, dans son éducation, on le brime carrément, on lui montre ce qui est beau, on lui montre ce qui est bon, parce que lui, il peut pas savoir, lui. C'est un enfant, c'est un ouf, il peut pas savoir. Alors on lui montre ce qu'il doit aimer, on lui montre à apprécier les belles choses de la vie, on lui montre finalement à devenir normal. Parce que s'il n'est pas comme nous autres, il va servir de miroir. Et si on se voit par rapport à lui, on va souffrir, si on est un homme ancien. Alors, s'il est comme nous, ben, quand on se regarde, on se voit dedans, puis on se dit c'est correct. Hein? Si tout le monde est comme tout le monde. Quand l'homme ancien regarde les autres, il se dit, ben, crime, je suis correct, tout le monde est le même. Oui, mais on s'organise en maudit pour rester comme tout le monde. L'homme nouveau, le marginal. Mais pas le marginal parce qu'il est frustré. Pas le marginal qui se ramasse dans la collectivité des marginaux. Il y a beaucoup de marginales comme ça. Les hippies étaient collectifs. Marginal par rapport à la société, mais collectifs entre eux. Les motards sont collectifs. Les végétariens sont souvent collectifs. Et etc., etc. Même la majorité de ceux qui suivent un cheminement d'évolution sont souvent collectifs. Pas tous, la majorité. L'homme nouveau,
Ils pensent comme l'humanité n'a jamais pensé. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que à l'intérieur de chacun d'entre vous, il y a un petit gugus, une petite niaiserie, un petit cossin qui est refusé par la science, qui est pathologisé par les psychiatres et les psychologues, c'est-à-dire qu'on vous dit que c'est une maladie si vous avez ça, qui est refusé par la théologie. Seul Dieu vient à l'homme. Bon, mais si Dieu est venu me voir, le prêtre le saurait. Bon, fait qu'en partant, oublie. T'sais, Dieu, faut qu'il passe par les églises pour descendre dans l'humain. Dieu peut pas passer directement. Bon, pas capable, ou je sais pas quoi. Il y a un petit quelque chose à l'intérieur de chacun des humains. Ce petit quelque chose-là, fondamentalement, est quelque chose qui ne fait que préserver une mémoire, qui oblige l'humain à savoir sans l'avoir appris. On vous l'a développé par l'éducation, mais vous le saviez avant même de l'avoir appris que vous étiez vivant. C'est pas en lisant un livre, à un moment donné, que c'est écrit dessus, vous êtes un être vivant. Paf! Crime, je vis! Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Vous saviez. Et un jour, on a mis un mot sur ce que vous saviez. On a appelé ça vie. Et là, vous avez su que quand on parlait de vie, on parlait de ce que vous saviez. Mais l'évolution, c'est le même phénomène. Il y a un petit quelque chose chez vous qui vous dit que vous n'êtes pas de la merde, qui vous dit que vous n'êtes pas de la terre, qui vous dit un paquet de choses et qui en même temps qui vous dit que ce que vous pensez que vous êtes est peut-être une illusion. Un petit quelque chose. Bien perturbé, bien mélangé, qui dit vous êtes grand, mais vous êtes petit en même temps. Et comment faire en sorte, à un moment donné, dans notre cheminement évolutif ou amélioratif, pour arriver à faire la scission entre ce qui nous dit « je suis grand » et ce qui nous dit « je suis petit ». Comment puis-je être grand et petit? Comment puis-je être correct et pas correct? Ce petit quelque chose se développe chez certains individus. Il y a un problème, c'est que vous êtes deux. Vous êtes possédés. Vous êtes possédé par l'homme nouveau ou vous êtes possédé par l'homme ancien. Mais il y a une guerre. Il y a une guerre chez l'homme. Lorsqu'un être humain approche de quelque chose, il sait instantanément ce qui est bon pour lui. 1/1000 de seconde après, il est coloré par toute son éducation, sa mémoire, ses goûts, ses émotions, ses désirs, puis il passe à côté de la traque. Mais fondamentalement, l'humain le sait. Ceux qui ont des accidents bêtes, souvent, ils ont eu 1/1000 de seconde de fraction de temps où ils l'ont su que. Mais on fait pareil. Ceux qui mangent mal, ils n'ont pas besoin d'acheter un livre pour savoir comment manger. Mais c'est ce qui arrive. C'est que toute l'éducation qui vous a structuré vous a dit que vous ne pouviez pas savoir sans connaître. Et vous ne pouvez pas connaître sans apprendre. Et ça, c'est un piège fondamental d'une société construite par l'homme ancien. Vous pouvez savoir sans connaître. Vous pouvez savoir sans apprendre. D'ailleurs, vous savez. Le problème, c'est que le peu de savoir que vous avez est continuellement enterré par les tonnes de connaissances qui vous habitent. L'homme nouveau est donc celui qui pense comme l'humanité n'a jamais pensé. C'est celui qui ne peut pas être insatisfait parce qu'il voit l'intelligence des choses. C'est une personne qui entretient. L'homme ancien guérit. L'homme nouveau entretient. Il ne guérit pas. Pas besoin de guérir. L'homme nouveau est un être conséquentiel, donc il agit parce qu'il connaît la conséquence de ses actes. Il est donc écologique. C'est un homme, une femme, un enfant qui ne peut pas connaître la peur, qui ne vit pas d'amour psychologique, d'amour sélectif, mais qui vit d'amour intelligent, qui n'a aucune émotion, mais qui a des sentiments. L'émotion étant la destruction d'un sentiment, mélangé à de la mémoire qui est exprimée par l'humain au détriment de son corps physique. On a déjà fait une conférence sur ce phénomène. On peut y revenir lors de la deuxième partie si vous avez des questions et on va de toute façon y revenir dans une conférence complète. J'ai déjà dit que chaque fois que l'émotion est exprimée par le corps, si on étudie biologiquement le corps, on se rend compte que l'émotion exprimée est une lutte du corps contre la psychologie, c'est-à-dire que le corps se sentant attaqué, il se défend et cette défense résulte dans la sécrétion de différentes mécanicités au niveau du corps, ce que l'humain appelle l'émotion. La sensibilité, c'est quelque chose. L'émotion, c'est autre chose. L'amour intelligent qui n'est pas sélectif, de l'amour qui n'aime pas, c'est une chose. L'amour qui aime et qui va décider j'aime un tel mais je n'aime pas l'autre, c'est l'amour psychologique de l'humain. Et l'humain vit, l'homme ancien vit à partir de ces choses. L'ombre de la réalité porte un nom, la vérité. L'homme ancien recherche la vérité. L'homme nouveau vit de la réalité. C'est philosophique pour certains. C'est psychologique pour d'autres. Peut-être pratique pour quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur, vous êtes construit de deux choses majeures.
un paquet de choses. Mais de deux choses majeures. Une chose qui tend continuellement à vous faire retourner dans le passé, dans vos mémoires, comme dans le bon vieux temps. Une chose qui vous oblige à refuser les choses neuves ou à les recevoir petit à petit, comme si vous étiez un bébé, petite cuillère de choses neuves à la fois. Et plus l'être humain accumule de l'expérience, on va dire, plus il vieillit, plus il a peur du neuf. L'enfant a pas peur du neuf. Il n'a pas suffisamment de mémoire chez lui pour pouvoir faire référence à ses mémoires, alors il n'a pas le choix de faire référence à la réalité. Il fonce. Plus l'être humain vieillit, plus il accumule de la mémoire, plus il fait référence à sa mémoire, moins il a besoin de la réalité. Moins il vit, moins il fonce. Il y a cette chose que vous connaissez tous, qui vous fait dire, je lâche-tu la job ou non? Je t'ai écœuré, tu sais, il va me tirer une balle dans la tête à un moment donné, je lâche-tu pas? Il y a quelque chose qui vous fait dire, je divorce-tu pas? Il y a quelque chose qui vous fait dire, je me marie-tu pas? Est-ce qu'on a un enfant ou on n'en a pas? On adopte-tu ou on n'adopte pas? Est-ce que je deviens un grand frère ou non? Une grande sœur ou non? Est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela ou non? Il y a quelque chose qui, apparemment, vous bloque. L'homme ancien va dire, oui, mais ça, c'est de la prudence. Oui. Mais les hommes d'affaires qui sont prudents à ce point-là sont des hommes d'affaires qui sont employés des patrons. Parce que l'homme d'affaires qui n'a pas cette prudence-là, normalement, marche et fait des affaires. Celui qui veut vivre avec la vie ne doit pas continuellement attendre qu'une opportunité de la vie passe. Au lieu d'embarquer, ben, il mémorise, il l'analyse, il regarde, ça a bien de l'allure. Puis là. Puis là, lui, il se dit, ben oui, c'est encore là, fait qu'il essaye d'embarquer là-dedans, puis évidemment, ça marche, tu croches, tu travers. Quand vous avez l'opportunité d'embarquer par la porte avant de l'autobus, c'est plus confortable de s'asseoir comme ça que de s'accrocher les culottes après le pare-choc en arrière. Ça, peut-être, ça mène au même point, mais le résultat final ne sera pas le même pour vous. Être vivant. On a peur de la vie. C'est normal. L'homme ancien a peur de la vie, parce que l'homme ancien ne vit pas. L'homme ancien, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas connaître la mécanique s'il ne l'apprend pas. Il ne peut pas apprendre à jouer du piano s'il ne l'apprend pas. Vous êtes-vous déjà dit ou demandé ceux qui ont appris un instrument de musique? Le temps que ça prend à apprendre à en jouer. Mais comment quelqu'un comme vous a pu faire pour l'inventer, ce foutu instrument-là? Prenons l'exemple d'un piano. Inventez-en un piano, puis ajustez-le, puis faites qu'il marche. Ça vous prend des années à apprendre à jouer. Imaginez-vous ce que c'est pour un humain un jour de le créer. L'humain ne peut pas le créer par l'expérience. Il peut l'améliorer à un moment donné. L'humain a un flash, une intuition, un contact avec son esprit. Savoir instantané, l'esprit saint, le mot que vous voudrez. Il crée quelque chose et par la suite, il va faire référence à ses mémoires pour l'améliorer. C'est là qu'il stagne. Une flûte à bec, c'est simple. Celui qui l'a inventé, avec le sifflet, les trous, les notes, tout le kit. On ne parlera pas de la flûte traversière ou d'un paquet d'autres instruments. Aujourd'hui, lorsqu'on invente des instruments de musique, on ne fait que fouiller dans les mémoires de l'homme puis on améliore des choses. On n'invente pas, on ne crée plus, on invente. Il y a quelque chose, donc, qui vous obnubile et qui fait que plus vous allez vieillir, donc plus vous allez accumuler de la mémoire, moins vous allez vouloir goûter au neuf et à la vie. On veut moins voyager, ou bien on va voyager dans des régions, tu sais, style l'âge d'or ou l'âge d'argent, l'âge je sais plus quoi, des places où ce que tout l'imprévu est prévu, comme sont les sécu. Tu sais, ils vous disent que tout ce qui est imprévu était prévu, ce qui fait qu'en partant, tout est correct. Bon. Qu'est-ce qui rassure une personne qui voyage comme ça? Il va arriver là, puis la piscine n'est pas prête. Ah oui, mais ça, c'était prévu à cette période-ci de l'année, c'est normal, c'est toujours comme ça. C'est rassurant. Tout est sous contrôle. C'est ce qu'on donne. Quand un homme ancien va voir un psychiatre ou un psychologue ou un médecin, qu'est-ce que le médecin peut lui dire souvent? Ah, c'est normal ce que vous avez. C'est rassurant. C'est normal. C'est normal à 45 ans, j'ai ceci, cela, cela. C'est normal. C'est normal à 12 ans, j'ai ceci, cela. C'est normal. Si c'est normal, c'est correct. Est-ce que c'est intelligent? On veut pas le savoir. On veut savoir si c'est normal. Tout le monde a-tu les mêmes boutons, même place? Oui, parfait, je suis heureux. Tout le monde en meurt-tu? Oui, parfait, je suis heureux. On veut pas savoir si c'est intelligent. On veut savoir si c'est normal. L'homme nouveau ou la partie nouvelle chez vous, qu'est-ce qu'elle est? Comment la repérer? Il y a quelque chose à un moment donné qui vous pousse à foncer vers des choses neuves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une lutte qui va être remportée par la partie nouvelle chez vous et qui va faire en sorte que vous allez vous ennuyer dans vos mémoires. Votre maudite maison commence à être plate. Votre bureau est plus beau. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, c'est mort, puis vous commencez à mourir avec, puis vous commencez à le savoir.
L'homme ancien qui vit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il change son mobilier tout de suite de place, puis là, il découvre un nouveau décor, puis il est bien pour un an ou deux encore. Ou il repeinture, il retapisse, puis il est bien pour un an ou deux. C'est une chose. Il se teint les cheveux, il se met une perruque, il change quelque chose, puis après ça, ça va. Développez cette chose neuve-là chez vous. Développez-la. Camouflez-la pas. Enterrez-la pas. Développez-la. Laissez l'homme nouveau naître chez vous. À un moment donné, vous allez avoir le goût de l'essayer de jouer aux courses à Blue Bonnet. Pendant 45 ans, vous vous êtes dit que jamais vous n'étiez pas un joueur. C'était mal vu à l'époque, étant donné que vous étiez collectif, homme ancien. Ben évidemment, vous étiez un être bien, alors vous ne faisiez pas les choses qui étaient collectivement mal vues. À un moment donné, ça vous tente juste d'essayer. Elle essayez. Essayez pas 5000 piastres, là. Et le faire charrier. Essayez. Prenez pas goût, prenez goût, c'est vos affaires, essayez du neuf. L'humain va finir par se dire, après 55 ans d'expérience, tout ce qui est pas correct, je le sais. Donc, maintenant, je vais l'éviter. C'est quoi le goût à vivre dans ce temps-là? Vous savez une chose, c'est que lorsque l'humain est suffisamment orgueilleux pour se dire que tout ce qui avait de bon, il l'a ramassé, tout le reste, c'est pas bon, c'est l'être qui est mort. Les choses changent. Si on ferme les portes à toutes les possibilités d'erreur, on fout les possibilités d'évolution à l'extérieur. Et plus l'être humain avance, plus il préfère fouiller dans ses mémoires. Lorsqu'un être humain vient ici pour la première fois, il peut découvrir un vocabulaire nouveau qui peut un peu, disons, lui faire perdre un peu les pédales. Mais il y a plusieurs personnes qui vont venir tirer par en avant puis retenus par en arrière. Il y en a déjà un qui a laissé des grosses traces de souliers tout le long ensemble. Il breakait puis l'énergie l'amenait. Je sais pas ce qui se passait, mais en tout cas, il a usé ses caoutchoucs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui vous appelle à des choses neuves. Le neuf, est-ce que c'est nécessairement bon? Sachez une chose, la question ne doit pas se poser comme ça. Le neuf, est-ce que c'est nécessairement la vie? Est-ce que l'on peut dire que la vie, que c'est quelque chose de vivant, peut faire partie d'une photographie, d'un enregistrement, d'une mémoire? Même si cette mémoire est dans votre orgueil, dans votre tête, dans votre psychologie, est-ce qu'on peut dire que c'est vivant? Qu'est-ce qu'un être ancien veut savoir lorsqu'il meurt? Question fondamentale. N'oublierez pas, hein? Premier mécanisme de survie après la mort, vivre dans la mémoire des autres. Il n'y a pas d'évolution dedans. Il y a un bonhomme à un moment donné qui a dit laissez les morts enterrer les morts. Ensuite, il y a un intellectuel qui est sorti et qui a dit ouais, mais les morts, s'il faut qu'ils enterrent les morts, ça va puer. Parce que j'ai jamais vu un mort enterrer un mort. Correct. Faut qu'on éclaire le phénomène. Je t'oublierai pas. Oublie-les. Pourquoi l'homme ancien tient-il absolument à toujours se rappeler de toutes les choses inutiles qui finalement finissent par créer une nostalgie chez lui lorsqu'il vieillit, qui finalement finissent par lui faire regretter le bon vieux temps, dans le temps qu'il souffrait, qui finissent finalement par lui faire penser qu'il y a plus de choses en arrière qu'il y en a en avant. Pourquoi? Parce que l'homme ancien est un être mémoriel. L'homme ancien est un être mort, est un être qui ne peut pas vivre, un être qui ne peut connaître la vie que par sa mémoire. Lorsque l'homme ancien va voyager, il voit une chose qui est belle. Il prend une photo parce qu'il se dit, au retour, je pourrai contempler mon voyage. En attendant, moi je clique. Il prend des photos, prend des photos, prend des photos. Quand il revient, il projette ça, puis il dit, sac, c'était beau, hein? Oui, c'est l'homme ancien. Mais dans sa tête, l'homme ancien fait la même maudite chose. Un autre, à un moment donné, va dire, moi je contemple. Tu contemples quoi? Ton nombril? L'impression émotive que le décor fait sur toi? Ou si tu es capable de t'allier à ce que tu vois pour finalement renaître avec? Est-ce que tu as une sensibilité parfaite et merveilleuse? Ou bien c'est une fois que la chose est partie, tu t'en vas dans ton autobus et tu te dis, hey, c'était beau. Ouais, pendant ce temps-là, ce qui est vivant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vis dans le salon mortuaire encore. L'homme nouveau, et vous avez tous cette faculté chez vous de petit enfant. Pourquoi on appelle ça une faculté de petit enfant? Parce que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, n'a pas de mémoire. La seule mémoire qu'il a est une mémoire génétique, une mémoire vitale, ce qu'on appelle l'instinct. Et l'enfant, grandissant, s'il accumule très peu de mémoire, mais qu'on le laisse vif, il apprendra premièrement à s'émerveiller. Savez-vous qu'est-ce que c'est que s'émerveiller? L'émerveillement, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. L'enfant s'émerveille devant quelque chose, et lorsqu'on lui amène d'autres choses, il a carrément oublié pourquoi il s'émerveillait.
Il est maintenant sur la nouvelle chose. Mais combien d'entre vous sont encore capables de faire ça? De s'émerveiller? L'émerveillement, ce n'est pas triper. Certains vont triper. Ils voient, par exemple, une belle fleur. Puis ils ferment les yeux, puis continuent à la voir, puis à triper. C'est pas ça, l'émerveillement. L'enfant fait pas ça. L'enfant fait pas ça. Puis l'enfant perd rapidement ce phénomène-là, sauf dans le cas des enfants nouveaux. C'est le sujet de la semaine prochaine, évidemment. Lorsque la vie devient plate à un point tel que la terre devient de la boue, que la boue devient liquide, puis qu'en fin de compte, ces parties-là peuvent rayonner à travers, ben vous sentez prêt à tenter du neuf. Combien de temps? Ça varie entre quelques secondes et un mois, dans la majorité des cas. Goûtez le neuf. Cessez de vivre avec le vieux. C'est ça, l'homme nouveau. Se libérer de l'homme ancien, ça veut dire quoi? De quelle façon on passe par la libération de l'homme ancien? J'imagine que c'est une question que Daniel aimerait me poser. J'ose surtout pas te couper la parole. Mais effectivement, c'est une question que j'allais te poser, mais d'une façon un peu différente. Je me posais la question, l'homme puis la femme ancien, il évolue d'une façon différente, il se caractérise d'une façon différente, il se manifeste d'une façon différente. Comment ils font, eux, pour se libérer de façon typiquement là, d'expression? Oui. Je l'ai déjà expliqué, on le revoit brièvement quand même, parce que c'est quelque chose d'important, et puis c'est bon que les personnes qui l'ont appris finissent par le comprendre. Le mâle, il est positif physiquement. La femelle est négative, donc récessive. Elle reçoit physiquement. Le mâle est donneur physiquement. Sexuellement, on le sait. Le mâle est récepteur vitalement. L'énergie vitale, c'est la vie. C'est aussi tout ce qui est intraatomique, c'est-à-dire ce qui permet les liaisons entre les molécules, les atomes, et ce qui permet la constitution atomique, et en même temps ce qui conserve la forme génétique d'un corps physique. L'énergie vitale, la vie. On cline la vie, le corps se désagrège, perd sa mémoire. Le mâle est récepteur vitalement, la femme est donneuse. Elle va donc engendrer l'enfant, et l'homme aura donc besoin d'énergie vitale, il aura donc besoin de sexualité. C'est-à-dire d'en puiser chez la femme. Le tantrisme a été formé là-dessus, et le tantrisme ne permet que l'évolution vitale que des mâles, pas des femelles. Psychologiquement ou astralement, le mâle va être donneur, la femelle réceptrice. Donc, l'homme va être capable de donner de l'émotion, la femelle en aura besoin. Mentalement, le mâle va être récepteur, la femelle donneuse. La femme ne peut pas créer énormément, par contre, elle a suffisamment d'imagination pour forcer le bonhomme à créer. Toute la société que l'on connaît a été bâtie par cette mélange, disons, de polarité, où l'homme était capable de s'occuper d'un enfant lorsque il pouvait se refléter dans l'enfant. L'homme, donc, engendrait, forçait la femme à la relation sexuelle. La femme, elle, aimait, avait besoin d'émotions, donc constituait les enfants par amour, par attraction émotive. Donc, la femme s'occupait des enfants. La femme pouvait aussi dire au bonhomme, bon, ben là, la chiotte, il pleut, tous les fois, là, qu'il pleut dehors, il pleut en dedans. Alors, je veux plus que ça dure. Le bonhomme qui est récepteur mentalement, bon, ben c'est correct. Fait que là, il bâtissait quelque chose, il réparait. La femme disait, telle affaire, c'est laid, on devrait faire ceci, faire cela. Le bonhomme, pour avoir la bonne femme, faisait ceci, faisait cela. La bonne femme disait, tu sais, le castor tanné. Bonhomme allait à la chasse au chevreuil. Mais l'homme lui-même ne change pas sa structure mentale, sa structure logique, s'il n'y a pas la femme. Et ça, c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'humanité. La femme a besoin d'un phénomène attractif émotif, la femme aura donc toujours besoin d'un mâle qui aura réellement une consonance de guerrier, de batailleur. Au moins, qui pourra lui amener une sécurité psychologique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les temps vont, et ça se passe premièrement au Québec surtout, Québec ésotérique, tout ce qui regarde le bouclier canadien, plus cela va, plus l'homme a une tendance à s'androgéniser psychologiquement, et plus la femme devient elle aussi androgyne psychologiquement. Cela veut dire que la femme reste sexuellement femelle, que l'homme reste sexuellement mâle, mais que de plus en plus, il y a une mutation chez l'humain. Cette mutation est opérée par ce que j'appelle l'homme nouveau à l'intérieur de vous, qui, lui, arrive à instruire l'homme ancien malgré l'homme ancien, parce que l'homme ancien ne veut pas évoluer. L'homme ancien veut être bien, l'homme ancien veut être heureux, l'homme ancien veut être parfait, l'homme ancien veut être en paix, l'homme ancien veut ne pas s'ennuyer. Il veut pas évoluer. Lorsqu'il souffre, il va évoluer. Lorsqu'il y a la guerre, il va évoluer. Lorsqu'il est malade, là, il va évoluer. Mais quand tout va, il va pas évoluer. Il écoute sa partie de hockey puis il fait rien savoir. Bon. Plus cela va, plus la femelle devient androgyne psychologiquement. Plus ça va, plus le mâle devient androgyne psychologiquement.
Cela veut dire que fondamentalement, il n'y a presque pas de différence entre la libération de la femme nouvelle, de l'homme nouveau. Il y a une mutation chez vous qui est extrêmement importante et qui ne vous regarde pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme ancien n'a pas le privilège de gérer son évolution. Lorsqu'il y a belle lurette sur le plan terrestre, l'être humain a été terrestrifié, c'est-à-dire que les énergies extraterrestres, qu'on pourrait appeler divines dans certains langages, les énergies intelligentes ont été terrestrifiées, planétarisées lorsqu'elles sont devenues humaines. On parle dans la Genèse de la création de l'homme et de la femme. Bon, alors avant la création de l'homme et la femme, il y a eu la création de l'humain. Lorsque l'humain a, par nécessité évolutive biologique, dû se scinder au niveau de ses énergies, de façon à pouvoir créer un cerveau et un centre laryngé pour parler, lorsque l'humain n'a pas eu la puissance suffisante pour créer un corps cérébral et un corps laryngé et en même temps se reproduire, la femelle et le mâle sont apparus. Dans l'évolution des humanités, la femme n'a pas eu un rôle plus important ou moins important que l'homme et vice-versa. Sauf que, selon certaines strates de l'évolution, la femme domine, la femme domine, l'homme domine. Lorsque l'on parle de l'homme nouveau, on parle de la femme, on parle de l'enfant. On parle de quelque chose qui fondamentalement chez vous a su par le processus de la transmission génétique, par la réincarnation immédiate au niveau du plan génétique, ainsi que par la réincarnation psychologique et la réincarnation, disons, héréditaire par la suite, permis à quelque chose qui porte le nom théologique d'esprit, qui porte le nom scientifique d'énergie, de pouvoir accumuler suffisamment de potentiel vibratoire, c'est-à-dire, dans le terme scientifique, augmenter son potentiel énergétique, dans des termes théologiques, évoluer. Il y a quelque chose chez l'homme qui garde la connotation humaine et la connotation divine, ce qu'on peut appeler l'esprit, qui chez vous grossit de plus en plus, et à un moment donné, malgré que l'être humain ancien pense que c'est lui qui évolue, lui n'évolue absolument pas, mais c'est son homme nouveau chez lui qui évolue. Cela veut simplement dire qu'au cours des quelques millions d'années qui ont vu l'évolution de l'homme, la partie qui évoluait est la partie que vous ne connaissez pas. La partie que vous connaissez est la partie qui est stagnante, qui est le résultat de l'expression de l'évolution de la partie que vous ne connaissez pas, ce que j'appelle l'homme en l'homme nouveau. Cela veut simplement dire que il y a de cela 8000 ans, l'être humain était avide d'argent, avide de possessions matérielles, disons, avide de sexe, avide de jouissance corporelle, avide de possessions terrestres, de guerre, de localité, avide d'expression orgueilleuse, avide de pouvoir. Il y a 2000 ans, c'est la même chose. Il y a 50 jours, c'est la même chose. L'humanité, présentement, est parsemée d'êtres qui, apparemment, déambulent, mais ces êtres n'évoluent pas. Lorsque on parle de l'évolution de l'âme, on doit savoir que l'âme n'a pas de caractère évolutif. L'âme a un caractère qui est progressif, l'âme a un caractère qui mémorise des choses, mais l'âme n'a pas de caractère d'évolution. Lorsqu'une personne dit « mon âme devient plus légère, je suis plus humain, j'aime plus les autres, je suis plus ceci, je suis plus cela », c'est pas long que cette personne-là va se faire exploiter. C'est pas long que cette personne-là va tomber dans la dépression. C'est pas long, sauf si elle est régie par un cadre, un carcan collectif, une secte ou quelque chose comme ça, qui lui permet de se placer, puis qu'on lui dit « sors pas trop, va pas voir les infidèles et les impies ». Ça peut marcher, mais pas longtemps. Pourquoi l'humain ne change pas? Pour la simple raison que l'humain se fait en derrière à faire évoluer ce qui n'évolue pas chez lui. C'est l'homme ancien. L'homme ancien accumule de la mémoire. On ne peut pas améliorer une chose dans le plan de l'évolution. On ne peut pas mettre du neuf. On ne peut pas découvrir du neuf à partir du vieux. On peut transformer le vieux, et comme vous êtes obligé de vivre avec la vie, que vous le vouliez ou non, quotidiennement, vous recevez un petit peu de neuf, et c'est ce petit peu de neuf qui vient transformer tout votre schéma mémoriel, vous donnant l'illusion qu'effectivement, vous évoluez. Mais combien d'années encore allez-vous chercher à cesser de souffrir? Allez-vous chercher à cesser d'avoir peur? Allez-vous cesser de chercher à être en santé? Allez-vous cesser de chercher la paix et le bonheur? Allez-vous cesser de vous demander si vous êtes sauvé ou non? Allez-vous cesser de faire ce genre de choses? Combien de philosophies, de morales, de religions, de dogmes ont été amenés sur le contexte planétaire dans le but de faire évoluer l'homme, et finalement, il y aura eu des changements. Plus ça change, plus c'est pareil. Je suis pas bien d'accord avec ça, parce que finalement, l'homme a passé à travers tout ça. Ça l'a quand même apporté des éléments qui l'ont fait évoluer. Effectivement. Ta première partie d'échec, lorsque tu la perds, quand tu joues ta deuxième, tu joues mieux. Les prochaines guerres, on va les jouer avec toutes les guerres qu'on a passées.
Oui, mais à un moment donné, ça peut amener aussi à ne plus besoin, plus besoin de la guerre parce qu'on va trouver autre chose. L'homme ancien ne trouvera jamais autre chose que la paix et la guerre, que le beau et le mal, que le laid et le bien. L'homme ancien ne trouvera jamais rien d'autre. Ce que tu veux dire, toi, c'est qu'à un moment donné, en fait, compte, disons que c'est un cri de l'homme ancien. Est-ce qu'il y a espoir qu'un jour l'humain évolue? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui est minuscule. Ça ne peut pas être puissant pour la simple raison que le corps physique de l'homme, il y a de cela quelques milliers d'années, n'avait pas de support suffisamment solide pour recevoir ces choses. Lorsque l'on parle d'énergie, on parle d'un faisceau qui est extrêmement dense, extrêmement puissant, qui, s'il pénètre dans une région, est tellement ionisant, et c'est plus qu'ionisant, il fait en sorte que tout ce qui est électronique, c'est-à-dire que tout ce qui est électron autour d'un noyau d'atomes, est simplement décollé des noyaux. Cela veut dire que lorsque de l'intelligence extrêmement puissante, on peut parler de Dieu dans certains langages si vous voulez, lorsque cette énergie pénètre un contexte spatio-temporel comme le plan terrestre, tout ce qui est atomique se voit volatilisé. Pour éviter cette chose, cette énergie est obligée d'être divisée, d'être scindée, de façon à ce qu'elle puisse être colorée et de façon à ce qu'elle puisse être supportée par la structure atomique d'un contexte d'évolution d'une partie de notre univers, pour que finalement ça puisse servir à quelque chose. Dans l'Antiquité, on disait que lorsque l'homme regardait Dieu, l'homme mourait, il éclatait, il brûlait, il se défaisait, se désintégrait. C'est ça. Dans l'Antiquité, l'homme des cavernes pouvait recevoir à peine un iota d'énergie. Et c'est cette énergie qui lentement grandit, à travers tous les corps qui se succèdent, qui grandit. Et l'homme qui est ici, lorsqu'il est instruit par cette partie qui grandit, a l'impression que lui évolue. Mais lui, fondamentalement, n'est que le rejet de ce que c'est que l'homme nouveau. L'homme ancien, c'est quoi? C'est les excréments de l'homme nouveau. L'homme ancien, c'est tout ce que l'homme nouveau n'est pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est bien simple. J'ai expliqué dernièrement une conférence spéciale, je vais juste faire un petit retour ici pour s'amuser. On a ici une nappe qui apparemment est, disons, rouge. Bourgogne, disons rouge. Cette nappe, elle est rouge. Savez-vous pourquoi? Parce que la lumière blanche frappe la nappe et tous les faisceaux lumineux qui sont absorbés par la nappe sont dans la nappe. Tout ce qui est rejeté par la nappe s'en va à vos yeux. C'est ça que vous voyez. Vous voyez la nappe rouge? Ce qui est rejeté est rouge. La nappe, elle a toutes les couleurs du monde, sauf le rouge. Lorsque l'on regarde une feuille, par exemple, qui est un vert, elle est toutes les couleurs sauf le vert étant ce qui est rejeté, va à vos yeux et vous instruit du vert. La personnalité de l'homme ancien, c'est le même phénomène. Il y a chez vous quelque chose de merveilleux, de pur, de parfait, mais qui n'est pas pressé d'apparaître, qui va selon une mécanique, qui n'a pas peur, qui n'est pas pressé d'être sauvé, qui ne connaît pas tout, mais qui s'en va vers cette omniscience. Et à travers cette chose, il y a tout ce qui est rejeté, qui va créer la mémoire, qui va créer l'âme, qui va créer l'homme ancien. Alors l'homme ancien est donc une panoplie de choses qui n'est effectivement pas typique de l'homme nouveau. Lorsqu'on me demande souvent, ouais, mais tu sais, ton homme nouveau, en fin de compte, t'es un surhomme. Il n'y a plus peur, il n'y a plus faim, il n'y a plus envie, il n'est plus jaloux, il n'est plus en colère, il n'y a plus la guerre. C'est ça. Tout ce que l'homme ancien est, l'homme nouveau n'est pas. C'est compliqué. Lorsque l'homme ancien aime d'un amour émotif, l'homme nouveau, lui, c'est justement l'amour qu'il a rejeté. Lui, il aime de l'amour intelligent. Lorsque l'homme ancien a peur, l'homme nouveau ne connaît pas ça, donc c'est rejeté. Et c'est l'homme ancien qui, maintenant, entoure cet homme nouveau qui le vit. C'est essentiel qu'il y ait l'homme ancien, parce que l'homme ancien sert de véhicule, de support. L'homme ancien, c'est celui qui va manipuler vos corps, qui va forcer vos corps à avoir peur de la mort, donc qui va forcer vos corps à la procréation, à l'instinct de survie, qui va faire en sorte que vous allez les entretenir un peu. Plus la psychologie se développe, plus le corps est altéré, mais en même temps, le corps ayant peur, la psychologie ayant peur de perdre de corps, la science évolue, tout fonctionne. Sauf que chez vous, au fur et à mesure que vous évoluez, au fur et à mesure que vous vous conscientisez, vous ramassez de l'énergie. Cette énergie, elle n'a qu'une source. Et cette source, c'est la vie. Plus l'être humain est en correspondance avec la vie, plus il reste jeune. Oui, parce que plus il ramasse d'énergie. Plus il ramasse d'énergie, plus il garde sa mémoire énergétique, disons, de naissance, c'est-à-dire que plus il conserve ce caractère d'être en résonance avec la vie. Plus il conserve ce caractère d'être en résonance avec la vie, plus il a la faculté d'expliquer les choses au fur et à mesure qu'elles viennent à lui. Il n'a pas besoin de réfléchir les choses, il les explique au fur et à mesure qu'il a besoin de les expliquer et au fur et à mesure qu'elles se passent. Regardez ce qui arrive. L'homme ancien voit quelque chose passer. L'événement a une énergie. Elle est mesurable, elle est quantifiable, elle a une vitesse de déplacement, elle a un poids, elle a une masse, elle a un rayonnement. Il y a une panoplie de choses. Ça émet quelque chose. L'homme ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'événement, il l'enregistre mémoriellement, il n'en a pas conscience.
Il n'a pas encore conscience de l'événement. Il l'a vu, il l'a perçu, mais il l'a pas vu, disons. Et là, une fois que c'est dans ses mémoires, là, il va fouiller, il va l'analyser. Il prend la chose et il fouille dans toute sa mémoire pour savoir s'il connaît la chose. Lorsqu'il connaît la chose, il la repère, il envoie cela à sa conscience, une réflexion encore, et là, il va peut-être être capable, en fonction de sa mémoire, d'agir en face de l'événement. Mais plus cela prend de temps, plus c'est compliqué. Et lorsque la mémoire a fouillé et n'a rien trouvé, l'insécurité, la peur, le stress apparaît chez l'homme. Il est donc déphasé avec la vie, il n'a plus l'efficacité pour y agir. L'homme nouveau, qu'est-ce qu'il fait? L'événement vient, elle émet une panoplie d'ondes que lui va percevoir, c'est la sensibilité. Il ne va pas fouiller dans ses mémoires. Exactement comme vous observez un jeu d'échecs d'un œil. Paf, vous observez un petit événement. Si vous êtes capable d'en voir la globalité immédiate, vous allez savoir immédiatement ce que vous devez faire sans fouiller dans vos mémoires pour prendre votre expérience. Les premières fois que vous avez appris des choses fondamentales au niveau de la vie, c'est lorsque vous les avez appris comme ça. Et plus on en apprend des choses comme ça, plus on les mémorise, et plus ça va, au lieu d'apprendre comme ça, on apprend en fouillant dans notre tête, dans nos mémoires. L'homme qui a cette particularité de l'homme nouveau, ceci grandit au cours de milliers d'années. Présentement, il y a beaucoup de corps physiques qui ont suffisamment de puissance pour commencer à laisser exprimer ces choses neuves. Sauf que, de temps en temps, il va manquer d'un petit peu d'énergie. On appelle ça un coup de pied au cul. Un petit peu d'énergie. Juste un petit peu d'énergie pour qu'à un moment donné, ça change. Pourquoi vous pensez que depuis 10 ans, le Québec a une tangente tout à fait nouvelle? On a de plus en plus d'hommes et de femmes d'affaires, on a de plus en plus d'innovateurs, on a de plus en plus d'écrivains, on a de plus en plus de chercheurs, tout soudainement, il y a une tangente neuve. C'est une mutation. Une mutation qui est en train de s'opérer, mais à l'insu de la science, à l'insu de ceux-mêmes qui sont mutés, pour la simple raison que ceux-ci, parce que l'homme ancien ne peut pas empêcher l'apparition de l'homme nouveau. Il pourra en souffrir, il ne peut pas l'empêcher. Lorsque la tangente s'est opérée, on a commencé à parler. Depuis 1969, on peut dire que la tangente a changé de barre. Et plus ça va, plus il y a de choses neuves qui apparaissent et plus il va en avoir. Pour la simple raison que cette chose chez l'homme est devenue maintenant suffisamment puissante et le corps physique de l'homme est maintenant suffisamment génétiquement, biologiquement, neurologiquement puissant pour pouvoir le supporter. Je vais vous donner un exemple bien banal. Je vais finir avec plusieurs exemples, je vais répondre à tes questions de façon plus pragmatique. Lorsque je vais dans un pays sous-développé, je parle à un indigène et je lui dis « Hey, cette fleur-là, mais c'est génial, c'est beau! » L'indigène, c'est une fleur. Oui, mais c'est extraordinaire comment qu'elle s'est épanouie aujourd'hui, elle était fermée hier, puis là, elle est toute grande ouverte. L'indigène, conscience limitée. Oui, c'est tout comme ça que c'est fait. Ça, c'est l'excuse. Je trouve le même, c'est fait. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là. Je m'en vais plus loin, puis là, je rencontre une petite bébite qui se promène à terre. Puis là, je la regarde, puis as-tu vu les couleurs qu'il y a là-dessus? Tarantule, là. Bon, qu'est-ce que c'est correct, une tarentule. T'as-tu vu comment elle est faite? Oui, pellegros, ça. Dangereux. Oui, c'est pas ça, mais t'as vu, c'est génial. Là, à un moment donné, il me regarde et sacrable, tu compliques bien tout, toi. Oui, effectivement. Moi, j'ai une conscience qui englobe une panoplie de choses qui me permet de vibrer tout à fait différemment. L'indigène, lui, est écologique, savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix d'être écologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas la puissance pour détruire. Mais à un moment donné, je vais dans un endroit, une plantation d'indigènes. Oui, il a tout coupé, il a mis le feu à la forêt, ça a brûlé jusqu'à temps que ça s'éteigne, puis il a planté ses bananes là-dedans. Bon, l'indigène n'est pas écologique. On va dire souvent, eux autres, ils ont encore le contact avec la nature. Ils l'ont jamais eu! Ils n'ont pas la puissance de détruire, donc ils détruisent pas. Mais nous, émotivement, qui détruisons, quand on les va faire, on dit ça qu'eux autres sont bien mieux que nous autres. Non, donnez des armes à feu des indigènes, vous allez voir qu'ils sont aussi bons que nous autres. Mais avec des sarbacanes, puis avec des petits trucs tout croche, ils sont moins bons que nous autres. C'est normal. Ils sont pas plus en affinité avec la nature. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. La mortalité infantile est majeure. Appelle pas ça une harmonie avec la nature. Alors moi, j'ai une conscience... C'est bien compliqué, mon affaire. J'arrive dans ma société, et puis on parle cosmiquement. On parle plus grand de l'homme. On parle de choses extraordinaires chez l'homme. On parle de phénomènes que l'homme va dire, oui, mais à côté là, tu sais, je te prends de commencer à parler de ça. Ah oui, on parle de la mort. Oui, c'est important, parce qu'à un moment donné, on peut l'englober. Alors, vous autres, vous allez dire, oui, c'est vrai que les fleurs, les papillons, les ci, les ça, c'est génial. Lui, là-bas, il trouve que vous compliquez en sacre bleu, que c'est carrément à côté de la traque. Tu sais, la vie, c'est la vie. La vie, tu te couches, tu manges, tu pisses, tu dors, tu te couches, tu sais, c'est la vie.
Vous autres, à un moment donné, l'homme ancien va dire, ben oui, la vie, tu travailles, tu t'assois, tu te distrais, c'est ça. Tu n'as pas commencé à réfléchir. Non, il y a un problème. Et chez vous, à un moment donné, il y a toujours des petites questions qui sortent que vous allez vouloir enterrer. Vas-y. Lorsque tu parles de l'enfant, justement, d'avoir cette attitude, ce petit quelque chose qui est pas parti puis qui partira jamais. Lorsque j'y pense, je dis, mon dos, je regarde un enfant, il est pas nécessairement conséquentiel dans ce qu'il fait. Ça correspond à quoi, ça? Bon. Premièrement, il faut faire attention entre l'enfant ancien, qui effectivement est une débilité éducative de l'homme ancien, et de l'enfant nouveau, qui, normalement, va être une libération si on le laisse aller. L'enfant nouveau, effectivement, est-ce qu'il est conséquentiel? Même chose pour vous autres. Vous avez quelque chose qui sort. Est-ce que c'est nécessairement conséquentiel, écologique? Ça va-tu marcher? Alors, rien à voir! Vous n'êtes pas là pour marcher, vous n'êtes même pas là pour être heureux. Vous êtes là pour augmenter votre potentiel de compréhension, donc votre potentiel d'énergie. Vous êtes là pour vous en sortir. Et pour sortir en même temps que vous le reste des molécules de notre planète. Alors l'humain, qu'est-ce qu'il va se dire? Ouais, mais là, si je lâche ça, puis je ne trouve pas de job, là, m'être fait, même à la fin. Mais non, vous devez vivre. Pas avoir un job qui va vous permettre de vous enterrer. Vivre. L'humain va se dire, oui, mais si je m'en vais, puis je fais ci, je fais ça, tu sais, d'un coup, je peins mon mur en noir, j'aime pas ça. Vous devez vivre. Pas être sécure. On est sécure quand on est mort. Quand quelqu'un meurt, on dit, bah, il est fini, plus de problème. C'est ça. Même si notre corps physique continue à pomper du sang, on peut être mort et être enterrable dans 50 ans. Vous devez vivre. Vous savez ce que c'est que la vie? On sait plus ce que c'est que la vie. On sort un soir et on a peur. Vous commencez à vivre, mais vous vivez mal. Vous vivez en homme ancien. Vous ne savez plus comment paramétrer votre corps de façon à savoir si les événements, il y a des choses qui viennent. Essayez d'approcher d'un animal. Il est inconscient, l'animal, mais essayez d'approcher pour le surprendre. Essayez ça qu'un chat. Puis un chat domestiqué, vous allez avoir de misère. Sauf si vous l'avez gavé de nourriture. Mais un chat normal, conventionnel, disons, ça va avoir de la difficulté. Il va le savoir, les oreilles vont se promener. Mais l'homme, non, l'homme, même pas. Souvent, crime, tu l'accroches, on n'a même pas rendu compte. Bon, alors, la vie, l'humain, c'est plus ce que c'est que la vie. Se libérer de l'homme ancien, c'est se libérer de la mort. Là, certains intellectuels vont dire, ouais, ok, c'est beau, ça, tu vis plus, tu te promènes, tu sniffes les fleurs, ou tu faisais de la coke. Mais tu meurs pareil au bout de tout ça. Je vois pas le rapport. Ouais, tu peux avoir le sida, la gangrène, tu meurs pareil. Mais tant qu'à vivre, j'aime autant vivre mauditement mieux. Puis tu meurs pareil. C'est une maudite belle question. Il y a personne qui l'a essayé de vivre. Alors, personne ne peut dire que quand tu vis, tu meurs. Sauf qu'après 50 ans de mémorisation de mort, ben, tu finis par gagner, tu meurs. Il y a deux formes de mort. La mort du corps physique, par la suite, la prédation du monde de la mort. Quand on quitte le plan morontiel, on a fait une conférence Survivre à sa mort. On va revenir à un moment donné. Mais on n'a pas posé de questions imbéciles dans ce genre. T'sais, moi, le temps qu'à mourir, autant mourir de ça. Oh ouais, c'est ça. Après 15 ans de cancer du poumon, moi, tant qu'à mourir, autant mourir de ça. Chacun son choix. Ça fait des tumeurs. C'est ça, tu meurs. Pas de faire ça. L'être nouveau est une partie chez vous qui ne peut faire autrement que d'être en résonance avec la réalité. La coloration de la réalité, c'est la vérité. L'homme ancien s'en contente. Coloration de la vérité, c'est le mensonge. Encore beaucoup d'hommes anciens s'en contentent. Lorsque l'homme ancien est malade, il va voir le médecin. Il ne veut pas être guéri. Première chose, être soulagé. Si ça soulage bien, on verra plus tard pour la guérison. L'homme nouveau, c'est autre chose. On parle de vie. Votre corps physique est ce qu'il est. Parce qu'il est entraîné dans un gouffre. L'humain a peur. Je comprends le phénomène de la peur de l'homme ancien. Je comprends l'idée. C'est normal. Tout est une constitution mémorielle qui, évidemment, doit expérimenter dans la mémoire le neuf pour pouvoir l'accréditer comme étant quelque chose. C'est normal que de s'ouvrir directement à quelque chose de neuf, c'est dangereux. C'est normal, surtout qu'à un moment donné, l'humain va se dire, bon, ben là, ça y est, je commence à vivre. Fait qu'en sortant, je déshabille, il sort dehors, il y a de la neige. Bon, il avait oublié ça. Non. L'être humain reste terre à terre. L'être humain reste intelligent. Vous savez que l'homme nouveau est de plus en plus intelligent. Il n'est pas intellectueux. Raisonnez avec la vie. Ça fait qu'à un moment donné, vous allez regarder un verre d'eau, vous allez regarder un autre verre d'eau, et vous allez dire, les deux sont mortes. T'as-tu d'autres choses? Ou vous allez dire, j'ai soif, tant qu'à y être, me prendre celle-là meilleure. Vous allez regarder deux fruits.
puis vous ne regarderez pas l'esthétique dans vos supermarchés. Vous allez regarder les fruits, puis vous allez prendre ceux qui sont nutritifs. C'est vivant. Et vous allez vous dire, oui, mais ça, comment on... Non, faites-le. Faites-le. Il y en a beaucoup qui l'ont fait dans le passé. Assez qu'à un moment donné, on allait dans le bois, on prenait une plante. On la bouffait, puis elle nous guérissait. Et on prenait une autre pour une autre maladie. Vous savez que les hommes qui ont bouffé de l'écorce de bouleau n'ont pas bien aimé sa planète. Mais les Indiens s'en servaient pareil pour guérir le scorbut. Qui c'est qui est allé le dire? Quel maudit pharmacien qui est passé par là à cette époque-là? Ben, Christophe Colomb, avec toute sa gang, sont arrivés ici, puis nous, t'étais des Indiens. Ils seraient restés ici. Sous terre. Ouais, sous terre. Il aurait bouffé les pissenlits par la racine. Bouffer de l'écorce de bouleau. Il y en a beaucoup qui ont lu ça à un moment donné. Puis j'en ai vu, moi. Qui ont essayé, ils ont pris l'écorce blanche d'un bouleau, puis... Tabarnouche. Eh non, pauvre type, pas ça, tu bouffes, t'ôtes ça, c'est la deuxième qui est en dessous. Ah! La deuxième, ben, il y a de l'eau dedans, spongieuse, tu peux la... Bon. Ah! Et comment ils ont fait, eux autres, pour le savoir? J'étais pas là pour le dire. Ils l'ont su. À un moment donné, ils étaient malades. Ils se sont promenés quelque part, puis ils ont gratté, ils ont fouillé, ils ont pris, puis ils l'ont su. Le chien, quand il se met à brouter des herbes qui sont purgatives, qui c'est qui lui indique? Ils sont rares, les chiens qui s'empoisonnent. Le chien, là, quand il n'a pas besoin, il sait pas quelle herbe qui est bonne pour lui. Mais quand il en a besoin, il sait pas non plus laquelle qui est bonne pour lui, mais il bouffe celle qui a besoin. Si le chien est capable, ce n'est pas parce que l'humain est devenu intellectuel, bourré de mémoire, qu'il doit continuellement faire référence à celle-ci. Ça crée une lutte majeure entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Une lutte majeure, une souffrance mentale. Wow, tu sais, franchement, tu sais, moi, pourquoi plus celle, hein? Hein? Pourquoi? C'est fini, tes mémoriels, tu compares, tu vérifies à l'intérieur de tes mémoires. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mémoires qui me dit que c'est meilleur? T'écris ça une kiss, c'est meilleur. Non, non, vous devez être vivant. Vivant. Alors, commencez pas à être vivant pour savoir quel numéro de loterie vous allez prendre. Travaillez sérieusement. Prenez-vous pas au sérieux, mais faites-les. Faites des choses sérieusement. On commence par s'alimenter, par s'habiller, par respirer, par boire les choses qui ont de l'allure. Mais Daniel, ce que tu viens de dire, c'est pas un peu une réaction de l'homme ancien ou de l'homme nouveau? Le titre, à ce moment-là, il aurait pu être intitulé « L'homme nouveau se libère de l'homme ancien » au lieu de se libérer de l'homme ancien. Se libérer de l'homme ancien, c'est pas l'homme ancien qui se libère de l'homme ancien, donc en partant, c'est l'homme nouveau. Ah! N'est-ce pas? Très important. Vous avez des questions, vous les posez sur papier, on va y répondre. Mais essayez de cellulariser le phénomène. Si on reste en vie, on ne meurt pas. C'est déjà un bon début. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je vous invite à vous procurer votre billet pour la semaine prochaine, savoir reconnaître un enfant nouveau. En ce qui concerne le prochain PMC1, c'est-à-dire le séminaire intensif avec Daniel Kemp, le prochain aura lieu le 25 et le 26 avril. Les places sont déjà rendues à la moitié, donc les gens intéressés peuvent prendre plus d'informations auprès de moi durant la pause.